Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode débrief analyse du dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon. Ah, c'est une page qui se tourne, mon petit cœur va se briser, mais ça n'amènera que du bon. J'ai évidemment très hâte de voir cette saison 2 et on va revenir évidemment sur cet épisode assez intense et incroyable, l'épisode final de la saison 1 de House of the Dragon. Bon, c'était évidemment un épisode très important avec un gros climax, une scène que j'attendais beaucoup évidemment, vous imaginez bien que... Spoiler, attention, je préfère prévenir si vous n'avez pas encore vu, que du spoiler, il y a la mort de Lucerys Velaryon et la première danse des dragons. Une grosse confrontation entre Vhagar et Arrax qui se termine évidemment mal, on va y revenir, mais avant j'ai envie de parler d'autre chose de cet épisode qui je trouve a... de très nombreuses qualités et qui ne détonne pas avec le reste de la série au niveau scénaristique. Je trouve que c'est vraiment super bien écrit. Déjà, premier élément que je trouve très chouette, on avait vu le parti pris assez radical l'épisode d'avant de ne montrer ce qui se passait que du côté des Verts, que du côté de la famille de Alicent, et on enrageait de se dire mais Rhaenyra et son groupe ne savent pas ce qui se passe, ils sont au courant de rien, chaque minute qui passe c'est une minute en plus pour mettre en place le plan des Verts, et là on passe du côté des Noirs, et du coup on occulte totalement ce qui se passe du côté des Verts, et ce qui amène du coup à cette révélation assez forte et assez intense de la fin, parce qu'on ne sait pas du coup quel est l'agenda des Hightower et ce qu'ils veulent faire. Du coup la révélation quand Lucerys arrive à Storm's End avec son petit dragon et qu'il voit Vhagar dans la cour, j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui se sont dit oh merde, ils sont déjà là, l'ennemi est déjà là, voilà. Donc ça je trouve que niveau scénaristique ça permet d'amener la révélation finale et la confrontation finale comme une belle surprise, et je trouve ça très intelligent. Alors on nous montre pas mal de choses, il y a déjà cette scène que je trouve très cool aussi, très bien pensée, de Otto Hightower qui est envoyé en émissaire, et on retrouve cette même exacte scène qu'on avait dans l'épisode 2, où Rhaenyra arrivait également sur le dos de Syrax, et on a encore une confrontation entre la main du roi Otto et Daemon, sauf que cette fois Daemon est presque du côté des gentils on va dire, enfin du côté qu'on a peut-être envie plus de soutenir, même si évidemment tous les personnages sont très ambigus, alors que, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, je pouvais pas trop vous en parler au début de mes critiques, c'est que j'ai beaucoup aimé comment la série au début montre vraiment Daemon comme le plus grand méchant potentiel. Voilà, on se dit que ça va être lui l'antagoniste de base, et en fait petit à petit l'antagonisme vient d'un autre endroit, voilà, de la famille Hightower. Mais j'ai beaucoup aimé, ouais, comme au départ on montre vraiment Daemon dans cette série comme le méchant ultime, qu'il est un petit peu, hein. Et donc ouais, on retrouve cette même scène avec Rhaenyra qui arrive et qui est déjà couronnée, qui arrive sur le dos de Syrax, qui passe au milieu de ses ennemis parce qu'elle sait qu'ils peuvent pas lui faire de mal, sinon ils sont tous morts. Et cette fois, Daemon est à ses côtés. Elle-même a choisi son camp, elle s'est alliée à cet homme enfin, s'est même mariée à cet homme. Disons-le quand même, moi je trouve que c'est un des plus gros dangers de tout le continent. Enfin, il a un côté chaotique. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent très charismatique, qui le soutiennent, qui trouvent le personnage assez incroyable. Je trouve le personnage incroyable, mais la personne est horrible. Enfin, combien de crimes déjà a-t-il commis dans cette saison 1? Et là on a un très beau climax je trouve quand il devient violent avec sa femme. Je vais continuer de parler de Daemon, mais je sais pas si vous avez remarqué aussi du coup dans la scène où il y a le face à face entre Otto et Daemon et Rhaenyra, il y a aussi les deux frères Cargyle, Eric et Arik, qui du coup ont chacun choisi leur roi et leur reine et qui se regardent, et ils ont leur casque, alors je sais pas si vous les avez reconnus. Mais du coup, ça y est, on a un jumeau de chaque côté dans chaque camp. Je trouve que c'est une très belle image de la scission qu'il peut y avoir dans le royaume. Et donc oui, je reviens sur Daemon. Daemon, on voit que il est complètement belliqueux et il veut, pour lui, l'acte de guerre a déjà été prononcé. Il se place en tant que chef de guerre, il prépare le combat, il prépare les armées, il prépare la bataille, il parle de combat entre dragons, ce qui n'est pas du tout la posture de Rhaenyra. Rhaenyra qui, elle le dit très bien, elle ne veut pas régner sur un royaume fait de cendres et de fumée et d'eau brûlée. Elle veut éviter justement la guerre. De ce côté-là, le personnage est très bien développé.
très très bien écrit. Et on a une vraie opposition entre Daemon qui lui veut tuer absolument tout le monde et qui veut faire usage des dragons. Les dragons, et c'est inhérent au livre et à ce que l'histoire de House of the Dragon raconte, c'est une allégorie très nette de tête nucléaire quoi. On a tous des armes de destruction massive et est-ce qu'on va les utiliser ou pas? Alors comme le dit Rhaenyra déjà, il y a quand même moyen que tu ravages tout le continent avant que la guerre trouve une issue. Deuxièmement aussi on se dit bah c'est facile, vous avez plus de dragons que les autres, qu'est-ce que vous attendez pour les attaquer et pour les réduire à néant? Bah c'est là que ça devient intéressant, je sais pas si vous avez cerné ça parce que c'est pas forcément explicite dans la série mais c'est ce qui fait aussi un peu le sel de House of the Dragon. Effectivement il y a beaucoup de gens qui ont des dragons mais c'est tous des gens importants. Et par exemple, Rhaenyra, ses enfants ont des dragons, mais est-ce qu'elle a envie d'envoyer ses enfants au combat? Est-ce qu'elle-même, elle a un dragon? Est-ce qu'elle a envie de partir au combat? Auquel cas, elle meurt et du coup, ses réclamations en tant que reine n'ont plus d'intérêt. Enfin, voilà. Oui, on a plein de dragons, mais qui les chevauche? Et on a plein de dragons, et en face, ils ont un Vhagar, ils ont un dragon qui est absolument énorme. Ouais, je vais vous faire un petit résumé du coup des dragons qui est un petit peu dans les deux camps. Donc les verts, ils ont que 4 dragons. Daemon l'évoque à un moment dans l'épisode. Donc il y a Aemond qui monte Vhagar, le plus gros dragon en vie. Aegon à Sunfire, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, c'est le dragon avec les écailles d'or et les ailes roses. Sa femme, sœur Helaena, monte Dreamfire. Alors Dreamfire c'est un très très gros dragon. Qui est très très vieux, qui commence à être assez mastoc. Mais vous voyez bien que Helaena c'est pas une guerrière, c'est pas quelqu'un qui va aller au combat pour se battre sur son dragon. Et il y a un dernier personnage, on sait qu'il va apparaître puisque le générique, vous savez c'est un arbre généalogique en fait. Et on montre que Alicent a eu 4 enfants avec Viserys, c'est le dernier enfant de Alicent et de Viserys qui était à Villevieille au moment où la saison 1 se passe, donc on ne le voit pas, et ça faisait beaucoup de personnages à présenter, mais c'est Daeron. Daeron qui a aussi son 4e dragon, mais qui est un petit dragon, voilà, c'est pas une grosse bête quoi. Et du côté des Noirs, du côté de Rhaenyra, nous avons donc Rhaenyra qui a Syrax, mais est-ce que Rhaenyra va aller se battre en première ligne, ça c'est la question. Rhaenys qui a Meleys, donc la reine rouge avec sa couronne de griffes. Daemon qui a Caraxès, et leurs enfants, donc Jaehaerys qui a Vermax, Lucerys qui a Arax mais qui n'existe plus, vous avez bien suivi, et la fille de Daemon et de Lena Velaryon, c'est Bella, elle a Moondancer, Danse Lune. Donc ça c'est des petits dragons quelque part, voilà, il n'y a pas non plus tant de dragons que ça en vie, c'est pour ça que les vieux dragons qui sont dans les sous-sols de Dragonstone, il va falloir leur trouver des cavaliers. Et il dit également Daemon qu'il y a 3 dragons sauvages qui sont autour de Dragonstone, et si tu arrives à leur trouver des cavaliers, tu peux faire complètement basculer le destin de la guerre. Mais est-ce que n'importe qui peut réclamer et dompter un dragon? Il y a aussi toute cette idée de... Voilà, il y a le sang targaryen qui permet de dompter les dragons, et les dragons ne se laissent pas monter par n'importe qui. Beaucoup ont essayé et beaucoup sont morts dans l'atroce souffrance. Donc ça va être un gros enjeu des saisons à venir. Et c'est pour ça que Daemon, il dit, il y a plein de dragons sur Dragonstone, il faut qu'on leur trouve des cavaliers. Et c'est pour ça qu'il descend dans les profondeurs et qu'il va réveiller Vermithor. Alors Vermithor, c'est un très très gros dragon. C'est le dragon du vieux roi Jaehaerys que vous avez vu tout au début de la série. Dans l'intro de la série, c'est le vieux roi qui a été un roi de paix, qui a été, je pense, le plus grand roi et le roi le plus bienfaiteur de la lignée Targaryen. Donc il y a son dragon qui est encore en vie, Vermithor, et vous avez vu c'est un gros dragon. Il y a également le dragon de sa femme sœur Alysanne Targaryen, Silverwing. Oui, c'est elle d'argent, c'est ça. Donc il y a ces 2 dragons là qui potentiellement peuvent être montés. Mais sinon, tous les dragons, à part Daemon sur son Caraxès, bah, toutes les personnes qui chevauchent les dragons du côté de Rhaenyra sont des personnes importantes. Alors il y a quand même Rhaenys qui a son dragon Meleys, mais est-ce que Rhaenys a envie de mourir au combat aussi? Enfin voilà, c'est un élément qu'on prend pas forcément en compte, c'est le potentiel de mourir avec son dragon. Parce que 2 dragons qui se battent, comme vous avez vu, c'est un carnage. Donc il y a cette question là qui se pose. C'est pour ça que le but c'est d'avoir des alliés qui peuvent soutenir ton parti, qui peuvent se battre à ta place. Et donc il y a autour de cette table qui est éclairée par en dessous, que je trouve assez stylée, la table que Aegon le Conquérant avait fait construire de Westeros pour lancer sa conquête, parce que Dragonstone c'est la demeure ancestrale des Targaryens, c'est de là qu'ils sont partis et qu'ils ont conquis tout Westeros. Et Aegon a fait construire cette table et je trouve ça très chouette qu'il l'éclaire par en dessous. Et donc le but est de savoir qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. Alors le continent est vraiment coupé en deux puisque Rhaenyra pense qu'elle peut avoir le soutien des Stark, mais qui habitent très très loin, qui vont mettre des années à venir, enfin des mois à venir avec leurs armées. Les Arryn parce que sa mère était une Arryn. Aemma Arryn c'était une Arryn, donc elle se dit qu'elle a forcément le soutien. Et Rhaenys est à moitié Baratheon.
C'est pour ça que Rhaenys Targaryen, dans les livres, elle a les cheveux noirs, parce que les Baratheons ont des gènes très très puissants et ils ont tous les cheveux noirs. Bon là, comme je l'avais déjà dit, ils en ont fait une Targaryen pure souche avec les cheveux blancs pour qu'on comprenne tout de suite que c'est une Targaryen. Mais Rhaenys, en tant que Baratheon, voilà, Rhaenyra se dit bon bah c'est bon, on va voir les Baratheons de notre côté. Et évidemment, il y a cette problématique des anciens serments qui ont été prêtés par beaucoup de vieux hommes qui sont tous morts maintenant. Et Boros Baratheon est très misogyne, c'est évidemment pas du tout son père. Il soutient complètement Aegon. Dans les livres, c'est beaucoup plus explicite que il est complètement misogyne, quoi. Il est pour la primauté du mâle sur la femme. Et donc, il décide de marier une de ses 4 filles à Aemond. C'est la jeune fille qu'on voit dans Storm's End, Accalmie, le château fort des Baratheons. C'est la première fois qu'on voit Storm's End, Accalmie de toute la série Game of Thrones, et j'imagine bien que les fans l'attendaient avec beaucoup d'impatience, parce que Accalmie, c'est un des châteaux les plus marquants de Westeros. C'est un château qui en son sein a une énorme tour. Là pour le coup ils en ont fait vraiment juste une tour qui domine une ville, mais je trouve que le design est très très cool, très stylé, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Et pourquoi on appelle ça Accalmie? Parce que c'est un château qui a été construit comme un défi aux dieux, puisqu'il s'est effondré 7 fois. Parce que c'est une région qui est frappée par les foudres, par les tempêtes, et le château a été détruit 7 fois. Ils ont quand même réussi à construire un château ultra massif qui ne peut pas bouger, avec une grosse tour centrale. Donc c'est vraiment un château comme il est décrit, c'est quelque chose de très massif, ouais. Et donc ça fait très plaisir en tant que fan de voir Accalmie, la demeure des Baratheons. Je pensais dans un autre épisode, quand Rhaenyra faisait défiler des prétendants, je pensais qu'on était déjà à Accalmie. Je sais pas si vous vous souvenez de ce grand hall, j'avais cru comprendre que c'était ça la demeure des Baratheons, et en fait non, ça devait être un autre château. Et donc on voit Accalmie, c'est toujours pluvieux, c'est dans la tempête, et ce qui donne lieu à cette scène finale assez incroyable de course-poursuite dans la tempête. Alors je trouve que le personnage de Aemon, je vous avais dit, on sent qu'il est très très dangereux, et là il nous montre pour la première fois, et je suis trop content, son œil dans lequel il a incrusté un saphir, ça lui donne un charisme. L'acteur est trop bien. Vraiment, je trouve que le choix de l'acteur a été super, et j'attendais beaucoup cette révélation avec le saphir dans l'œil. J'avais peur qu'on ne le voit pas dans la saison 1. Je trouve que ça lui donne une sacrée dégaine, et donc Lucerys ne s'attend pas à ce que y ait Aemon qui soit déjà là. Aemon qui a fait une promesse de mariage à la fille Baratheon, et ils partent du coup en chasse quelque part l'un de l'autre. Alors c'est une scène qui est très très marquante dans les livres, puisque c'est évidemment la scène qui va lancer la guerre. Quand même, quand je l'ai vu la première fois, j'étais presque un petit peu déçu, parce qu'on voit que ces 2 jeunes hommes en fait ne contrôlent pas leurs dragons. Ce qui est très cool, parce qu'en fait quelque part ça montre que les dragons c'est des bêtes qui quelque part sont tellement énormes qu'elles peuvent aussi n'en faire qu'à leur tête, mais que les 2 ne contrôlent pas leurs dragons. Je trouvais ça un petit peu too much, que ça rend du coup la mort de Lucerys comme un accident. Et du coup en fait pendant toute cette fin de saison, il n'y a pas eu d'élément marquant où quelqu'un dit ok, maintenant c'est la guerre. J'ai l'impression que c'est une suite d'accidents, de gens qui se comprennent pas, voilà. Et j'ai l'impression que ça manquait d'un vrai impact fort. Mais je pense que le vrai impact fort, il aurait dû être dans l'épisode d'avant, avec Ser Criston Cole qui tue volontairement, par sa haine contre Rhaenyra, qui tue volontairement Wyman Bisbury en l'égorgeant, voilà, quelque chose d'assez marquant, alors que là il lui éclate juste la tête sur la table, et du coup ça fait oh tiens il y a un accident, et là c'est encore un accident. Enfin ça fait beaucoup d'accidents, quoi. À un moment faut que quelqu'un tranche la chose et marque la guerre d'un coup d'éclat, quoi. Mon problème vient plutôt de l'épisode d'avant, parce que là ce que j'aime beaucoup à la réflexion en fait, c'est que Aemond, s'il dit que c'est un accident, mais personne ne le croira. Donc il est obligé quelque part, il est contraint de dire oui je l'ai tué, c'est un acte de guerre pour se faire respecter et tout ça. Pour qu'on le prenne en considération, il va être obligé de dire ça, voilà. Alors dans les livres, il y a un truc qui est très cool justement, qui pousse Aemond à commettre un peu l'irréparable, et qui n'est pas dans la série, c'est qu'il y a une des jeunes filles Baratheon qui n'a pas été choisie, parce qu'il a choisi sa sœur à épouser. Une jeune fille Baratheon qui lui dit, quand Lucerys un peu le provoque, ou lui répond, et qu'il ne fait rien, il laisse Lucerys partir au départ, et la jeune fille lui dit mais est-ce que ce jeune homme vous a pris votre œil, ou est-ce qu'il vous a pris une de vos couilles? Voilà, donc ça le trigger, et genre il est fou de rage, et du coup c'est là qu'il part commettre l'irréparable. Ouais, bon, je vais pas revenir sur la scène qui est vraiment, je trouve, magnifiquement mise en scène. La scène est vraiment géniale, la course poursuite, on nous fait croire qu'ils arrivent à se séparer, Arrax arrive à passer dans un canyon, et puis j'aime bien le dernier plan où on voit Vhagar qui surgit des nuages et qui surgit sur vous. Vous êtes du point de vue de Lucerys, cette énorme gueule qui se referme sur vous. Voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment super bien mis en scène. Là pour le coup ils ont mis le paquet sur
le budget quoi des dragons. Enfin, je trouve que cette scène sous la pluie a vraiment une aura avec l'ombre de Vhagar qui apparaît au-dessus d'Arax. C'est assez génial. Enfin, c'est une scène que j'attendais beaucoup. C'est une des scènes marquantes de toute l'histoire de la danse des dragons. Il y en a, je vous rassure, 3-4 scènes qui sont encore plus marquantes et encore plus dingues. C'est pour ça que là, j'attends les 3 prochaines saisons avec beaucoup d'impatience. Il y aura 4 saisons. Malheureusement, on risque d'avoir la saison 2 que au début de l'année 2024, puisqu'il commence à tourner la saison 2 début 2023. Donc il faudra s'armer de patience. Mais je suis prêt à patienter parce que vraiment, je trouve qu'on nous offre un spectacle de très grande qualité quoi. Il y a plein de trucs géniaux, il y a ce dernier plan sur Rhaenyra où on sent que le côté pacifique c'est terminé puisque elle a été touchée dans sa chair. J'aime beaucoup aussi la scène d'accouchement où c'est d'apprendre que on lui a volé son trône qui déclenche l'accouchement et elle accouche presque d'un monstre. Dans le livre c'est encore plus terrible que ça, son enfant il a un trou à la place du cœur et il a une queue faite d'écailles. Bon, ça c'est les histoires de Targaryens qui font des enfants voilà, les uns les autres avec leurs cousins, leur mère et tout ça. Forcément il y a beaucoup de consanguinité, donc souvent ils accouchent d'enfants un petit peu monstrueux. J'aime beaucoup que Rhaenys ne s'agenouille pas tant qu'elle n'a pas eu l'avis de son mari. On ne sait pas jusqu'à cet épisode à quel camp vont s'allier les Vélarions. Ça y est, ils font leur choix malgré quelque part la haine qu'ils ont contre Rhaenyra, puisque leur fils est mort et qu'elle s'est très vite remariée, puisqu'elle n'en a jamais rien eu à faire d'eux. Ils décident que voilà, ils seront des alliés du pouvoir et qu'ils ne maîtriseront pas le pouvoir. Donc ouais, je trouve que tous les personnages ont été très bien écrits, très bien développés. Et on a aussi du coup Daemon qui étrangle Rhaenyra parce que Viserys ne l'avait pas mis au courant de la prophétie, il enrage et Daemon est très belliqueux, il veut absolument la guerre parce que Daemon se considère comme le roi et sa seule manière d'atteindre le pouvoir et d'être le roi, c'était d'épouser Rhaenyra, voilà, sans provoquer une catastrophe. Et donc ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent absolument génial et charismatique, mais quelle est la ligne rouge? Quelle est la ligne rouge qu'il doit franchir pour rendre compte qu'il est complètement fou en fait, qu'il est complètement fou allié? House of the Dragon pose vraiment des questions de vous pouvez soutenir un camp et un parti, mais quelles sont les limites? Quelles sont les lignes rouges à franchir? Jusqu'à quand vous pouvez les soutenir? Jusqu'où vous pouvez les soutenir? Parce que quelque part il y a des gens qui ont raison dans les deux parties et je trouve que c'est vraiment la réussite de la série, c'est de montrer que presque on ne sait pas qui a porté le premier coup, on ne sait pas où ça a commencé cette histoire, on sait juste tout le mal que ça va faire. Et ça risque d'être de pire en pire. Mais il n'y a pas de personnage blanc ou noir, c'est très humain, c'est ça que j'aime bien dans cette série. Dans Game of Thrones, on a beau être dans un univers fantastique, ça nous ramène beaucoup à ce que nous on est en tant qu'humains, dans toutes nos obsessions, tous nos désirs de pouvoir, à quel point les sociétés se corrompent elles-mêmes. Voilà, c'est ça que j'adore et j'ai toujours aimé à Game of Thrones, c'est que c'est un univers qui est très très loin du nôtre et en même temps qui est tellement proche, qui parle tellement profondément en détail et de manière juste de ce qu'est l'être humain, de ses contradictions, des catastrophes qu'il peut engendrer par envie, par désir du pouvoir, par haine de l'autre. Ça c'est l'histoire de House of the Dragon et j'ai hâte qu'on nous montre jusqu'où ça va aller. Bon les amis, c'était ma dernière review de cette saison 1 de House of the Dragon. Ça a été très trop chouette de pouvoir faire ça avec vous. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous êtes bien amusés avec moi. Je vous dis évidemment à dans 2 ans puisque je ferai des reviews de la saison 2, je ne m'arrêterai pas. Et sinon évidemment vous êtes les bienvenus pour regarder notre série de jeux de rôle dans l'univers de Game of Thrones si vous êtes toujours dans l'envie de voir du Game of Thrones. Ça je vous promets que vous aurez tous les rebondissements, toutes les trahisons et les retournements d'intrigue que vous aimez dans la série House of the Dragon. Et puis merci à HBO pour ce très beau voyage, pour le feu et le sang